Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Je commencerai comme d'habitude avec un point sur les agendas de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Enfin, nous ferons un point sur les actualités du ministère. Et le focus thématique cette semaine s'inscrit dans la perspective des Invictus Games à venir en Allemagne, que j'évoquerai tout à l'heure. Et nous ferons le point sur les missions de l'Institution nationale des Invalides, qui œuvre notamment pour la reconstruction des militaires blessés, en coopération avec le service de santé des armées. Nous aurons comme intervenant le général de corps d'armée Christophe de Saint-Chamas qui est gouverneur des Invalides, ainsi que le directeur de l'Institution nationale des Invalides, le médecin général inspecteur Rémi Macarez. Nous ferons enfin le point sur les actualités, sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Je commence avec les agendas. Sébastien Lecornu est en déplacement. Il est parti ce matin et il sera jusqu'au 11 septembre au Moyen-Orient. Le ministre commence aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Sébastien Lecornu s'entretiendra avec le Premier ministre et prince héritier Mohammed bin Salman. Il rencontrera également son homologue, le ministre saoudien de la Défense, Khaled bin Salman, afin d'évoquer le partenariat de défense bilatéral historique. C'est la première visite en Arabie Saoudite d'un ministre français des Armées depuis 5 ans. Sébastien Lecornu sera ensuite au Koweït samedi 9 septembre. Il rencontrera le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Cheikh Ahmad Al-Fahad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour échanger sur l'accord de défense qui unit les deux pays depuis 1992 et sur la formation des élites militaires koweïtiennes par la France, un volet central de notre coopération de défense. Pour rappel, la France partage un lien historique avec le Koweït qui découle de sa participation à la libération du pays en 1991 à travers l'opération Daguet. Le ministre terminera avec les Émirats arabes unis, où il s'y rendra les 10 et 11 septembre. Il s'entretiendra avec le président de la Fédération des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, ainsi que son homologue Mohamed Al-Bawardi, ministre d'État en charge de la Défense. Il rendra ensuite visite aux troupes françaises stationnées en place, les FFEAU, sur la base aérienne 104 et au port Mina Zayed. Concernant Patricia Mirallès, la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, sera à Besançon demain, le 8 septembre, pour la cérémonie de libération de la ville et l'inauguration du musée de la Résistance et de la déportation. J'en viens maintenant aux actualités du ministère et je commence avec le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca qui est arrivé à Cherbourg pour son dernier accostage. Lundi 4 septembre, le SNA de type Ruby, Casabianca, a rejoint la base navale de Cherbourg en Cotentin en vue de son retrait du service actif le 26 septembre prochain. Il sera pris en charge au sein de l'installation de la Direction générale de l'armement au Homais, près de Cherbourg, pour être démantelé. C'est le 3e SNA de sa classe à être désarmé après le Saphir et le Ruby. Au cours de ses 36 années de service actif, le SNA Casabianca aura cumulé près de 5000 jours de mer et aura parcouru 1 million de nautiques, c'est-à-dire à peu près 25 fois le tour de la Terre. Conformément aux engagements de la loi de programmation militaire 2019-2025, les 6 SNA de ce type permettront le retrait progressif des SNA de première génération. Je passe à l'exercice Saber Junction qui se déroule en Allemagne depuis le 28 août et jusqu'au 24 septembre. C'est un exercice d'interopérabilité avec une brigade mécanisée américaine pour renforcer la préparation au combat de haute intensité. L'exercice mobilise 15 partenaires de l'OTAN et 5000 hommes en tout. Côté français, nous avons la participation du 92e régiment d'infanterie, qui est renforcé par le 40e régiment d'artillerie, le 13e régiment du génie et le 16e bataillon de chasseurs à pied. L'exercice se déroule au Joint Multinational Readiness Center à Hohenfels, en Allemagne. Et c'est en fait un centre d'évaluation américain du même type que nos CENTAC, centres d'entraînement au combat. L'exercice
met en œuvre toute la chaîne opérationnelle et fera appel à un haut niveau de simulation qui inclut notamment les hommes, les systèmes d'armes, véhicules, réseaux sociaux, sites web. Une journée sera ouverte à la presse, c'est le 15 septembre, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Je vais maintenant évoquer plusieurs actualités sportives, en commençant avec le championnat du monde militaire de rugby qui touche à sa fin en Bretagne. Sachez que l'équipe de France militaire est venue à bout de la Nouvelle-Zélande dimanche dernier en demi-finale du championnat du monde militaire au Vélodrome de Rennes, avec un score de 21-15. Les Bleus accèdent ainsi à la finale et affronteront les Fidji dimanche 10 septembre à Vannes. Et la rencontre sera historique puisque les Fidji sont les tenants du titre pour le moment. Entre-temps, ce vendredi, la Coupe du monde de rugby 2023 va commencer avec un match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Et sachez que la patrouille de France fera un passage au-dessus du Stade de France et de la zone supporter, place de la Concorde. Nous souhaitons bonne chance à nos rugbymen civils comme militaires. Je termine avec la 6e édition des Invictus Games à Düsseldorf en Allemagne. Il démarre ce samedi jusqu'au 16 septembre. Ça concerne 22 blessés des armées françaises, de la Gendarmerie nationale et de l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui participeront à cet événement. Pour rappel, les Invictus Games ont été initiés en 2014 par le prince Harry à la suite de son expérience au sein de l'armée britannique en Afghanistan. Cette compétition sportive internationale regroupe plus de 550 militaires, hommes et femmes blessés, provenant de 21 nations. Elle permet aux participants, au travers de 10 disciplines sportives, individuelles ou collectives, de se confronter aux blessés des autres nations et de se dépasser individuellement. Cette année, les épreuves se dérouleront principalement au Merkur-Spiel Arena à Düsseldorf. Sachez que le Centre national des sports de la défense a été pleinement mobilisé en organisant 20 stages de préparation physique et psychologique afin d'optimiser le niveau de performance des militaires blessés français. Cette compétition des Invictus Games nous amène au focus thématique qui concerne également nos militaires blessés, puisque nous allons parler aujourd'hui de l'Institution nationale des Invalides, appelée aussi la Maison des Invalides. Mais avant de passer au focus thématique, si vous avez des questions, je vous cède la parole. Donc nous passons au focus thématique. Comme je vous l'ai dit en introduction, les Invictus Games sont l'occasion de s'intéresser à une institution relativement méconnue du grand public, mais pourtant essentielle à nos militaires, l'Institution nationale des Invalides. Car en effet, peu de gens le savent, l'INI, enfin l'Institution nationale, l'Hôtel national des Invalides, fidèle à la mission voulue par Louis XIV il y a 350 ans, abrite une structure de soins unique au monde, l'Institution nationale des Invalides. Sa vocation d'origine est d'héberger et de prendre soin des militaires blessés porteurs d'un handicap lourd. Elle s'est progressivement étendue aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'attentats et dispense également des soins aux patients civils lourdement handicapés. L'établissement est également un centre spécialisé dans la prise en charge et la réhabilitation des blessés de guerre physiques et psychiques, et il dispose d'un centre d'innovation et de recherche dans le domaine de l'appareillage, fauteuil roulant, prothèses pour la vie quotidienne comme pour le sport. Le CERA, Centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Ces équipes soignent au quotidien des patients blessés, militaires et civils, et notamment une trentaine de victimes des attentats de Toulouse, Paris, Barcelone et Londres. Et pour plus de précision, je vais vous laisser la parole au gouverneur des Invalides, le général de corps d'armée Christophe de Saint-Chamas, et au directeur de l'Institution nationale des Invalides, le médecin général inspecteur Rémi Macaret. Merci. Bonjour à tous. Il y a 2 secrets dans le ministère. Le premier, c'est les codes nucléaires, mais il paraît qu'ils ont changé, on me les a pardonnés. Donc, j'en parlerai pas. Le deuxième, il est complexe à retenir. Je vais vous demander de vous concentrer. C'est qu'aux Invalides, il y a des Invalides. Et pourtant, vous n'en parlez pas. Vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas. L'Hôtel des Invalides est une idée géniale
du roi Louis XIV, c'est comme ça. Premier geste social de l'État à l'égard des soldats. S'occuper des gens qui ont tout donné, au lieu de leur donner une bourse pour qu'ils aillent picoler et ensuite se disputer, il les prend en charge et il veut les prendre en charge dans un endroit grandiose. L'Hôtel national des Invalides est grandiose pour deux raisons. C'est l'État qui paye, normal, et c'est pour des gens qui le méritent. Donc on part sur une construction absolument faramineuse à l'extérieur de Paris. Le grand luxe pour nos anciens. À travers l'histoire, il y a eu jusqu'à 6000 pensionnaires aux Invalides. Mais le nombre de blessés diminue. Avant la guerre de 14, des clairvoyants imaginent de fermer. Et à la guerre de 14, Clémenceau à l'Assemblée déclare « Nous leur devons tout sans réserve ». Et on décide que dans ce qui était l'infirmerie des lieux, on va préserver un lieu pour accueillir les pensionnés des grands invalides de guerre. C'est le nouveau mot de l'après-Première Guerre mondiale. On accueille des grands invalides de guerre aux Invalides. Le reste de la place a été progressivement récupéré. C'est le musée de l'armée que vous pourrez aller voir au moment des Journées du patrimoine ou à d'autres moments. Mais donc cette structure accueille ces blessés de guerre. Aujourd'hui, l'institution a évolué. On décide en 1991 que c'est un établissement public. À ce moment-là, le gouverneur des Invalides, le général de Galbert, qui est gouverneur à vie depuis 18 ans, décide de céder la main. Et c'est l'adjoint du gouverneur, le médecin, auquel on confie la direction de l'établissement. Donc moi, je ne suis pas le gouverneur militaire de Paris, en charge du défilé du 14 juillet, interlocuteur du préfet, interlocuteur de toutes les autorités. Je ne suis pas le musée qui prête des salons. Je suis une autorité morale chargée de veiller au nom du chef de l'État sur les pensionnaires. Puisque le chef de l'État l'a parfaitement intégré, il l'a dit le 13 juillet 2022, quand il a parlé de la fausse morale, il est le protecteur tutélaire des pensionnaires. Il vient les voir, son épouse vient les voir. Ça se fait dans la discrétion, il n'y a pas de communication. Ils ne viennent pas pour eux, ils viennent pour accompagner nos blessés pour lesquels une visite de ce niveau est une bouffée d'oxygène incroyable. Voilà ce qui se passe dans la vie quotidienne avec nos vieux soldats qu'on appelle les pensionnaires des Invalides, et ils sont statutairement invalides à plus de 85% au regard du Code des pensions. C'est cela la raison d'être de l'Institution nationale des Invalides. Mais comme les rôles sont répartis, le directeur fait tout, moi je fais le reste, je vais lui céder la parole pour qu'il vous présente cette maison dans laquelle nous vivons tous les deux aux côtés des blessés et des pensionnaires. Merci mon général, bonjour à tous. Donc je vais vous demander la slide suivante s'il vous plaît. Donc l'Institution nationale des Invalides, vous l'avez compris, dans un site historique emblématique, eh bien, c'est une structure de santé unique en son genre, effectivement, qui est assez mal connue. Et géographiquement, pour vous expliquer où ça se situe, quand vous regardez du côté de la place Vauban, eh bien, l'entrée de l'église côté tombeau de Napoléon, eh bien, vous avez l'Institution nationale des Invalides, donc la partie hospitalière et éducation, qui est située de part et d'autre de l'église. Ce qui fait que le quotidien est assez atypique. Les touristes, voyant des personnes en fauteuil roulant, se disent que ça doit être un touriste en situation de handicap. Et l'expérience prouve, au travers des questions qu'on nous pose, au gouverneur des Invalides et à moi, régulièrement, ben on est obligé de rappeler qu'effectivement, aux Invalides, il y a encore et toujours des Invalides. Chose importante à avoir en tête, en dépit des aléas de l'histoire, y compris au moment les plus douloureux de notre histoire, eh bien la mission s'est toujours poursuivie sans la moindre discontinuité. Et ça, c'est tout à fait remarquable. L'Institution nationale des Invalides s'articule en 3 composantes. Le centre des pensionnaires, le centre de réhabilitation post-traumatique et le centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Peut-être, mon général, pouvez-vous nous rappeler un peu le parcours de certains de nos pensionnaires? Alors, 80 places de pensionnaires, la génération de la guerre de 40. Nous venons d'enterrer le doyen qui avait 107 ans.
génération de la guerre de 40, génération d'Indochine, génération d'Algérie, les blessés du service militaire, des permissionnaires, accidents de bagnole, donc des tétraplégiques dans des états très lourds, médicalement très lourds, et puis des blessés des récentes OPEX. Et puis parmi eux, des victimes d'attentats. On a un soldat rescapé de Mohamed Merah, et puis on en a un autre victime d'attentat au moment de la guerre d'Algérie. Donc tous ces gens-là sont accueillis là. On vient de perdre également aussi le doyen en présence, 64 ans de présence comme pensionnaire, blessé à 20 ans en Algérie, et il est mort au mois de juin à 85 ans. C'est un lieu de vie. Et puis il y a des plus jeunes, le plus jeune a 32 ans, hein, et les plus jeunes sont souvent des handicapés lourds, auxquels sont en train de s'ajouter progressivement des blessés psychiques, alors qu'ils paraissent presque normaux, mais qui ont un comportement un petit peu qui nécessite un accompagnement. Voilà. Donc c'est ça, ces gens auxquels nous devons une présence, du soin et de la présence. Parce que quand ils croisent le docteur, il leur dit « je suis bien soigné », quand ils me croisent, ils disent « je suis chez moi ». Petite anecdote pour vous faire comprendre la profondeur du regard qu'ils ont sur l'institution. Mon prédécesseur était le général Rachmadou, c'est Matt, donc général d'armée. Un des pensionnaires, quand il m'a vu arriver, m'a regardé, m'a dit « nous sommes dégradés ». Vous vous rendez compte le regard qu'ils ont sur le geste qu'on fait vers eux? Parce que ce que je fais, il n'y a pas besoin de galon, mais en mettre sur la personne qui le fait, ça alourdit, ça donne du poids au geste qu'on fait vers eux. Voilà, c'est une mission extrêmement noble que j'ai et très lourde pour le directeur. Je lui redonne la parole parce que c'est lui qui fait le boulot. Voilà, merci mon général. Il me paraissait important de rappeler ce qu'étaient les pensionnaires. Ça me permet aussi de vous rappeler, alors ça apparaît en petit sur la slide, mais la devise de l'institution qui est gravée en lettres d'ordre sur son étendard, qui est tous les champs de bataille. Et effectivement, encore aujourd'hui et depuis toujours, sont admis au sein de l'institution des Invalides avec comme pensionnaires des militaires blessés qui ont été lourdement blessés à l'occasion d'un certain nombre d'opérations ou opérations de guerre, également des déportés, également des prisonniers d'Indochine, également des victimes d'attentats, le gouverneur des Invalides l'a rappelé, et puis des blessés accidentés en service. Voilà, donc il y a toutes les générations, il y a toutes les opérations de nos armées, et nous partageons donc avec le gouverneur à la fois la mission, celle qui m'incombe surtout, étant de prendre soin d'un point de vue médical de ces pensionnaires. Chacun l'aura compris, quand vous avez un jeune pensionnaire âgé de 32 ans, blessé d'Afghanistan, traumatisme crânio-cérébral, il est tétraplégique, ce qui veut dire clairement qu'il n'y a que la tête qui est mobile, tout le reste est paralysé. Il y a à la fois l'enjeu de le soigner au quotidien, les toilettes, les soins divers et variés, notamment de prévention des complications du handicap lourd, les escarres, les risques de fractures, un certain nombre de choses, les complications infectieuses, ce qui fait que l'offre de soins au sein des pensionnaires est particulièrement bien étoffée et dimensionnée pour faire face à tous ces enjeux. Le deuxième aspect du prendre soin, je le partage totalement avec le gouverneur, c'est évidemment qu'ils ne restent pas enfermés entre quatre murs dans leur chambre, même si elles se situent dans un lieu emblématique, mais ça doit leur donner aussi l'opportunité de pouvoir vivre malgré tout une belle vie. Hier, certains pensionnaires ont pu aller à Clairefontaine assister à l'entraînement de l'équipe de France de football. De temps à autre, nous avons la chance de vivre des événements comme ça, où au sein de l'Institution nationale des Invalides, vous pouvez voir sur cette slide de toute l'attention qui est témoignée à nos pensionnaires par les plus hautes autorités de l'État. En bas à gauche, c'est une visite de la patrouille de France qui vient visiter les pensionnaires. Donc voilà. Et en haut à droite, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est l'action remarquable du cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides qui, avec un certain nombre de personnels soignants de l'institution, emmène certains pensionnaires handicapés ou lourds à l'autre bout de la France pour un stage de montagne.
c'est réalisable même pour un tétraplégique, de faire de la luge, etc., et de sortir de son environnement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, équipe soignante et un certain nombre d'autres acteurs extrêmement importants pour nous permettre tous ensemble de prendre soin de nos pensionnaires, la nation le leur doit, ça a été rappelé, et également de leur donner malgré tout une belle vie, en dépit de la lourdeur de leur handicap. La suivante. Deuxième composante et troisième composante de l'Institution nationale des Invalides, ça a été rappelé en préambule, c'est le centre de réhabilitation post-traumatique des blessés physiques et psychiques. Il s'agit d'un important service, majoritairement de rééducation fonctionnelle, de près de 80 lits, qui s'appuie également sur la troisième entité, la troisième composante de l'institution, qui est le centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Ça n'avait pas de sens de distinguer les deux parce que les deux sont extrêmement imbriqués. Et au quotidien, pour réaliser de la recherche clinique au lit du patient dans notre service de soins, également pour s'inscrire pleinement dans l'innovation et la recherche en appareillage. L'appareillage, ça a été rappelé, c'est le fauteuil roulant de la vie quotidienne, mais aussi du sport, basket-fauteuil, tennis-fauteuil, etc. Et également les prothèses bioniques. La France a beaucoup progressé depuis notamment la cohorte des blessés d'Afghanistan. J'ai voulu faire figurer ici, sur cette slide, un partenariat important entre le Centre d'études et de recherche pour l'appareillage des handicapés, le CERA de l'INI, avec un accompagnement financier de la DGA et un partenariat avec la seule société française, à ma connaissance, privée, qui a décidé de s'impliquer sur la conception de ces prothèses. Ces prothèses bioniques, ce sont des prothèses avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, où, pour faire simple, vous avez le genou, dans le cadre d'un amputé fémoral, qui discute avec la cheville. L'enjeu étant de pouvoir restituer une parfaite dynamique de marche. Et ça marche plutôt assez bien parce que quand certains de nos blessés ne souhaitent pas afficher leur prothèse et se garent sur une place handicapée, parfois ils se font un peu agresser par la population environnante qui ne peut pas imaginer une seconde qu'il s'agit d'un blessé de guerre amputé, appareillé, et pense plutôt à un jeune en manque de civisme qui se gare sur une place handicapée. Donc je vous délivre ce message tout à fait positivement parce que ça montre les réelles avancées. Autre aspect innovation, vous voyez ici en haut à droite un exosquelette qui nous a été généreusement offert par l'association Solidarité Défense, qui nous permet de reverticaliser un certain nombre de blessés lourds et ainsi de pouvoir à la fois psychologiquement leur donner le plaisir de se retrouver en position verticale, mais aussi de pouvoir initier, vous imaginez, tous les soins de rééducation dès lors qu'on se retrouve à subir les effets de la gravité. Et ça a des effets pas seulement sur le plan osseux, locomoteur, mais aussi sur le plan cardiovasculaire. Notre piscine de balnéothérapie qui est également évidemment un outil très important. Et puis en bas à gauche, vous avez un prototype qui est conçu par le CERA, qui s'appelle le Shaper, qui est une espèce de fauteuil roulant multiréglable, qui permet à la fois d'anticiper sur toutes les contraintes et d'essayer de faire, l'objectif c'est de faire du sur-mesure pour chaque patient handicapé avec son fauteuil roulant, mais aussi de pouvoir opérer des réglages reproductibles pour effectuer de la recherche. Et puis évidemment, ce travail, vous l'avez bien compris, ce n'est pas l'Institution nationale des Invalides tout seul. C'est vraiment au quotidien une seule et même équipe, main dans la main avec le service de santé des armées. La prise en charge du blessé s'inscrit dans un temps très long. Il peut y avoir des allers-retours entre la structure qui est l'Institution nationale des Invalides, qui est fixée sur le sujet de la rééducation-réhabilitation, et puis des retours vers les hôpitaux d'instruction des armées, de province ou parisiens, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre chirurgical, chirurgie de régularisation d'un moignon d'amputation par exemple. Donc nos personnels travaillent beaucoup ensemble, et je dirais même constituent une seule et même équipe réunie pour dispenser les meilleurs soins au profit de nos blessés physiques et psychique. Et puis, si on dézoome un petit peu, au-delà des acteurs clés du soin de l'Institution nationale des Invalides et du service santé des armées, eh bien, il y a tous les acteurs de l'accompagnement, acteurs institutionnels. Et donc, j'ai fait figurer sur cette slide, évidemment, les cellules d'aide aux blessés des 3 armées, de la gendarmerie et du service de santé des armées, qui, elles aussi, travaillent main dans la main, ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs. Vous voyez ici apparaître l'ONAC-VG. Et si on dézoome encore, bien sûr, il y a tout la constellation des associations du monde combattant qui partagent avec nous ce souhait, cette ambition commune qui est de répondre aux besoins de chaque blessé à l'instant T en fonction des besoins du moment. Véritable défi qu'on partage aussi également avec leur famille. Et vous comprenez que le parcours de soins et le parcours médico-psychosocial du blessé s'inscrit et rejoint bien sûr son parcours de vie. La suivante, s'il vous plaît.
Concernant la blessure psychique, eh bien, je dirais que c'est à peu près la même chose, à ceci près qu'au sein de l'Institution nationale des invalides se décline un pôle de réhabilitation des blessés psychiques, main dans la main avec nos camarades du service de santé, psychiatres, psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes. Je ne peux pas vous citer tous les métiers, mais vous comprenez que c'est vraiment un travail d'équipe. Et programme innovant, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de créer un service de psychiatrie supplémentaire. Celui-ci s'inscrit en complément des services existants, des services de psychiatrie, des hôpitaux d'instruction des armées. L'idée étant de proposer des programmes d'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on considère que la blessure psychique, c'est comme une maladie chronique. Au sein du monde de la santé publique, les programmes d'éducation thérapeutique du patient, ça se fait maintenant depuis une quinzaine d'années. On sait tous qu'un bon diabétique, c'est un diabétique qui a compris sa maladie, qui a appris à vivre avec, qui a appris à développer des stratégies de compensation, d'anticipation, et qui arrive à se gérer au quotidien, et ça lui permet de gagner en qualité de vie et en espérance de vie. Eh bien, pour le blessé physique, mais aussi pour le blessé psychique, c'est la même chose. Et donc, à ce titre, ont été montés, grâce aux équipes des services de psychiatrie, des HIA et de l'Institution nationale des invalides, eh bien, des programmes innovants d'éducation thérapeutique du patient, et qui se déclinent, vous le voyez sur la diapositive, à la fois avec des séances individuelles, où le patient adressé par le thérapeute du SSA eh bien, bénéficie de consultations à titre individuel, et puis des séances plus collectives, avec d'autres blessés, ce qui, dans une pathologie qui génère un certain repli sur soi, est très intéressante. Le blessé découvre qu'il n'est pas seul, redécouvre le plaisir d'un certain degré de cohésion et de partage et d'échange, et puis des activités qui sont également menées avec la famille. C'est souvent la famille ou le frère d'armes qui sont parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme quand il y a une blessure psychique. Et c'est la famille aussi, la cellule familiale qui est sévèrement impactée durablement par la réalité de la blessure psychique qu'il faut après gérer au quotidien et toute la vie. Et donc, vous voyez bien que ce travail s'effectue là aussi avec en réseau et un certain nombre d'acteurs qui ont à en connaître. Et puis, je vous les ai laissés, bien sûr, tous les autres acteurs que je ne vais pas reciter, institutionnels de l'accompagnement des blessés. Si je devais vous résumer un peu selon une formule, ce que nous faisons pour les blessés psychiques, c'est se reconstruire après la blessure. Et ensemble. Se reconstruire, verbe pronominal, à sens réfléchi, ça veut dire que le blessé contribue lui-même à sa reconstruction. Donc on est déjà dans un temps long par rapport à son parcours de soins. Il est à un moment donné, il est à un moment de son parcours, son propre parcours, où il est en mesure de pouvoir reprendre son destin en main. Après, parce qu'il y a un avant la blessure, la survenue de la blessure, et le vrai sujet, c'est la vie d'après. Après la blessure, pourquoi? En parlant de blessure, c'est mieux que de parler de blessé. Quand on parlait d'un blessé, vous avez la blessure qui habite complètement le militaire blessé, et quelque part, il y a un peu son identité qui est mise au second plan, parce qu'il devient la blessure à part entière. L'enjeu, c'est de vivre avec la blessure, mais que la blessure, quelque part, soit un peu enquistée, mise de côté, pour lui permettre de retrouver sa propre identité et de se reconstruire sa nouvelle vie. Et puis l'ensemble, parce que je vous ai cité tous les acteurs, y compris les familles, ça c'est absolument majeur pour sortir les blessés de son isolement. La suivante. Et donc, concernant le sport, là aussi, sujet majeur, suivi main dans la main par les professionnels de l'INI et du service de santé des armées, avec tous les acteurs que j'ai déjà cités, mais aussi in situ, au sein de l'Institution nationale des invalides, nous avons la chance d'avoir le cercle sportif de l'Institution nationale des invalides qui soutient au quotidien nos pensionnaires, nos patients, mais qui constitue également une pépinière de champions pour des épreuves et des compétitions paralympiques. Et puis évidemment, le Centre national des sports de la défense, qui est très impliqué dans tous les projets que vous connaissez déjà et qui ont été rappelés lors du dernier plan blessé, avec la création du village des blessés, etc. J'ai mis ici exprès sur la slide les rencontres militaires blessures et sport pour vous rappeler que pour un blessé, la première étape, c'est de découvrir des sports, découvrir éventuellement une appétence, une envie de continuer, sortir de son isolement, passer du jeu au nous, et peut-être uniquement pour certains, effectivement, s'ils en ont l'envie, s'ils en ont le talent et la possibilité de les inscrire dans un parcours de sportifs de haut niveau paralympique, mais pour le moment, de parasport, pardon. Mais la réhabilitation par le sport, ce n'est pas uniquement la compétition, et elle est dédiée, bien sûr, à tous les blessés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention
et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, si certains d'entre vous sont intéressés pour venir visiter l'institution et la découvrir ou la redécouvrir, eh bien, c'est avec grand plaisir que mes équipes et moi-même vous accueillerons. Je vous remercie. Avons-nous des questions en salle ou en audio? Merci. Nicolas Barotte du Figaro. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps dure l'accompagnement des blessés psychiques dans ce centre d'accompagnement de réhabilitation? C'est des questions d'années, de mois? Combien de temps reste-t-il pour la prise en charge? Merci. Alors on sait que l'accompagnement du blessé s'inscrit dans un temps long, je l'ai dit. Concernant ce programme, c'est un programme innovant qui a démarré en mars de cette année. Donc un certain nombre de blessés nous ont été adressés pour commencer à décliner le programme. Donc je dirais que l'aventure commence. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de pouvoir répondre toute leur vie à leurs besoins du moment. L'idée quand même étant de leur permettre de gagner en autonomie et de pouvoir se reconstruire eux-mêmes la suite de leur destin, de redevenir vraiment à la manœuvre de leur parcours de vie. J'ai quand même un exemple très concret que je peux évoquer. Depuis mars, nous avons démarré le programme avec l'un de nos pensionnaires qui avait rejoint les rangs de l'institution il y a 3 ans en tant que blessé psychique. Et il a quitté l'institution. Donc, comme ça a été rappelé, le centre des pensionnaires, c'est un lieu de vie, mais pas que. Ça peut être une étape dans le parcours. Il a quitté l'institution et il va mener un projet professionnel en province. Et régulièrement, par contre, il va venir, et c'est son souhait, bénéficier d'un certain nombre d'ateliers d'éducation thérapeutique au sein de l'institution. Et donc, c'est probablement la formule idéale, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de revenir parce que ça lui fait du bien, parce qu'il est demandeur. Et on peut imaginer une suite de parcours où, avec le temps, et on le souhaite tous, bien sûr, eh bien, le besoin de revenir nous voir sera de moins en moins fréquent. Et ça veut dire qu'on aura réussi ensemble et en équipe et avec nos camarades de l'accompagnement médico-social et du service de santé des armées, bien sûr, à l'accompagner et lui donner un maximum d'autonomie. Bonjour, Marina de Russet de l'AFP. On aimerait savoir sur quels critères en fait, sont du coup choisis ces 80 pensionnaires. Et l'exosquelette, je me souviens qu'il avait été présenté il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il est utilisé? Est-ce que j'imagine que le financement est compliqué. Là, vous disiez que c'était une association qui l'avait financé. Du coup, quelles sont les pistes de financement? Alors, concernant les critères pour devenir pensionnaire, il faut être un ayant droit prioritaire. Et le critère d'éligibilité, c'est être suffisamment lourdement handicapé pour atteindre un taux de pension militaire d'invalidité à 85%, voire plus. Donc on est forcément, bien sûr, focalisé sur du handicap lourd qui nécessite, je l'ai rappelé, une offre de soins extrêmement conséquente. Parce que le handicap lourd, quand vous êtes tétraplégique, vous avez que je prends cet exemple-là parce qu'il est très parlant, quand vous avez que la tête qui est mobile, il faut gérer le quotidien. Et puis, si vous êtes paralysé, vous n'avez plus la sensation de douleur. Si vous avez des points de compression, etc., que vous restez des heures mal installé, mal assis, etc., vous risquez des complications, ce qu'on appelle des escarres. Donc vous pouvez avoir une nécrose de la peau, et c'est une porte ouverte à l'infection, et vous ne sentez pas la douleur. Donc ce sont des patients lourdement handicapés, et l'Institution nationale des invalides, à la fois se fait le porte-parole et l'intermédiaire de la reconnaissance de la nation et mission qui est assumée par le gouverneur, il l'a rappelé. Et puis, soyons clairs, ce type de handicap très lourd est très compliqué à gérer pour les familles et nécessite un établissement hautement spécialisé. Ce n'est pas uniquement des militaires blessés, je l'ai rappelé, ça concerne également des personnes déclarées victimes de guerre. Je pense aux déportés, je pense aux prisonniers d'Indochine, et puis il y a aussi des blessés des attentats. Et il est très important de souligner que ce n'est pas uniquement des sujets âgés. Alors, pour certains pensionnaires, ils arrivent lourdement handicapés à mener leur vie avec leur famille en province. Et puis à un moment donné, ils sont rattrapés par certaines réalités, s'il y a le conjoint qui décède. Et puis quand viennent se surajouter également les problématiques du grand âge.
Et là, ça devient de plus en plus lourd à gérer et pour trouver une structure adaptée. Puis il y a toute cette dimension reconnaissance et gratitude du chef de l'État et transmise par délégation par le gouverneur au quotidien. Cette dimension militaire est évidemment quelque chose auquel ils sont très sensibles et très attachés. Voilà un peu les critères d'éligibilité. Donc évidemment, il ne suffit pas d'être lourdement handicapé pour intégrer l'Institution nationale des invalides. On peut y être également admis avec un statut d'hébergé, c'est-à-dire si on est en deçà des 85%. Là, d'un point de vue administratif, le statut n'est pas tout à fait le même, mais c'est également possible dès lors que vous avez un lien suffisamment important avec la défense. Et puis un autre aspect que je n'ai pas rappelé concernant le centre de réhabilitation post-traumatique, c'est que c'est une structure pensée initialement pour le monde de la défense, mais ouverte également à la population civile. Et ça, c'est très important. Je vous renvoie à l'historique des gueules cassées. Je vous renvoie un certain nombre de... Les gueules cassées, Première Guerre mondiale, c'est ça qui a permis la création de la discipline chirurgie maxillofaciale qui n'existait pas avant. Et voilà. Donc, comme toujours, le monde médical de la défense, le service de santé des armées, l'Institution nationale des invalides s'implique dans des sujets d'innovation et de recherche. Et ça bénéficie bien sûr, c'est à ça qu'on pense en premier, à nos forces armées, à nos militaires blessés, mais ça bénéficie également à la population civile. Concernant la deuxième question sur les exosquelettes, effectivement, nous sommes très soucieux, comme tout établissement de santé, d'avoir un plateau technique innovant, parce qu'en plus, nous sommes portés par une mission emblématique qui est de donner le plus tôt possible les meilleures innovations au profit de nos blessés. La nation le leur doit, et donc, par notre intermédiaire, nous le leur devons. Et donc, ces exosquelettes sont des matériels assez nouveaux qui commencent à se décliner, pour lequel le monde médical est encore en phase d'apprentissage de l'outil pour fixer des limites sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. On ne peut pas mettre tout patient paraplégique comme ça, le verticaliser au sein d'un exosquelette. Tout simplement parce que l'os est un tissu vivant et qui a besoin, pour se régénérer, se transformer, etc., de bénéficier des lignes de force liées à la verticalisation. Voilà, et l'effet de la gravité. Donc certains blessés ne seront malheureusement jamais éligibles à être verticalisés pour être mis dans un exosquelette parce qu'ils ont une ostéoporose majeure des os des membres inférieurs et ils risqueraient d'avoir des fractures spontanées si on les verticalise. Donc on voit bien que c'est vraiment un outil qui doit être géré avec beaucoup de doigté et d'anticipation sur les sujets médicaux. C'est aussi un travail d'équipe. Sur la photo que je vous ai montrée, vous avez un patient qui est dans l'exosquelette et vous avez 2 professionnels de santé derrière. Et nous sommes en train, grâce à cet outil innovant, à la fois de faire bénéficier, pour finir de répondre à votre question, certains patients de ce nouvel outil. Et je pense notamment à une patiente civile victime d'un accident de moto qui est paraplégique et qui est abonnée régulièrement à des séances d'exosquelette et elle en tire tout un bénéfice. Et pour d'autres, malheureusement, on sait que ça ne sera pas possible parce que leur handicap ne le permet pas. Et nous sommes également rapprochés d'un certain nombre de communautés médicales, civiles, qui travaillent également ces sujets-là. Je pense à l'IRM, l'Institut de recherche sur la moelle et sur l'encéphale, qui travaille également ces sujets-là. Donc nous faisons partie, et c'est une chance pour l'institution d'être parmi les premiers établissements hospitaliers en France à être dotés d'un tel outil. Et évidemment, c'est un outil, est-il besoin de le rappeler, que nous partageons avec toute notre communauté médicale, et donc notamment, tout particulièrement, nos camarades du service de médecine et de physique et de réadaptation de l'hôpital d'instruction des armées Percy. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été assez clair dans ma réponse, mais... Je voudrais juste rajouter une notion avec un œil non médical. Ce qui caractérise l'Institution nationale des invalides, c'est le temps long. On arrive, on enlève sa montre, on regarde le progrès. Donc on vient dans le temps long, ce qui est difficile quand on pense qu'en 15 jours on sera debout et que finalement ça va durer 15 mois. Il faut l'accepter. Donc le temps long est quelque chose d'incroyable, c'est l'amalgame. L'amalgame entre le pensionnaire qui habite là, qui est invalide depuis 40 ans, et le jeune qui découvre que son voisin a une blessure plus grave que lui. Et du coup, il n'a pas le droit de se plaindre. Ce côtoiement des gens, en dehors des séances de soins, ils se retrouvent au foyer et c'est d'une richesse extrême. Parce que quand on voit un jeune pensionnaire très lourdement handicapé, on relativise complètement. Et ce regard permet de comprendre qu'on peut se reconstruire, mais pour une vie autrement. Une autre vie, voilà.
Et si je peux compléter dans ce registre, me vient à l'esprit le cas de Madame Pauline Desrouledes, que certains d'entre vous connaissent probablement, et qui, alors je peux citer son nom parce qu'il n'y a rien de médical et qu'elle a communiqué dans les médias, mais c'est une patiente civile, victime d'un accident de circulation, qui a été admise initialement à l'hôpital d'instruction des armées Percy, et puis pour tout le volet appareillage, ça a été mené conjointement avec l'Institution nationale des invalides et le CERA, et elle exprime très bien, alors qu'elle est civile, tout ce bénéfice qu'elle a tiré en tant que patiente civile de se retrouver immergée au sein d'une communauté de blessés militaires sur l'aspect résilience collective, accompagnement et échange, comme le général de Saint-Chamas vient de le souligner. Cette alchimie unique existe au sein de nos hôpitaux militaires, existe évidemment également au sein de l'Institution nationale des invalides. Je crois qu'il y avait une autre question. Franck Alexandre, RFI. Dans votre institution, il y a aussi le site de Puy-Loubier. Comment êtes-vous articulé avec eux? Comment ça fonctionne? Puy-Loubier, c'est la Légion étrangère, donc c'est une casquette antérieure que j'ai eue qui me permet de vous donner la réponse. Puy-Loubier, c'est l'idée de la Légion de s'occuper de ces vieux soldats qui n'ont pas de famille. Donc on n'est pas dans un segment grand invalide hospitalisé, on est dans un segment soldat qui n'a pas de famille. Et donc Puy-Loubier a une structure qui n'est quasiment pas médicalisée. Hein, il y a un infirmier, c'est le médecin local qui passe, etc. Et qui accueille donc des soldats, des anciens. C'est un petit peu comme le Royal Chelsea Hospital de Londres qui accueille des anciens. Quand ils sont malades, ils vont à l'infirmerie. Quand c'est trop grave, ils vont à l'hôpital. Donc l'hôpital de la Véran est très regardant, très bienveillant, accompagne cette structure. Mais c'est un établissement sui generis, Puy-Loubier, donc particulier, qui se finance grâce à sa revue, grâce au vin qu'ils vendent et qui est fait par les pensionnaires, etc. C'est autofinancé. Ils n'ont absolument pas les moyens de se lancer dans un accompagnement médicalisé performant. Donc c'est une maison d'accueil des anciens. Et c'est un segment dans le parcours de ces blessés. Parce que pour être à Puy-Loubier, la seule condition, c'est d'avoir été légionnaire et d'avoir le certificat de bonne conduite. C'est tout, il n'y a pas de taux d'invalidité ou quoi que ce soit. On peut arriver en bonne santé, mais un peu perdu, on est accueilli, on est chez soi. Donc c'est autre chose, entre guillemets, si je peux me permettre. Nous avons une autre question. Oui, Sylvie Corbet, Associated Press. Je me demandais, vous parliez d'innovation, de recherche, notamment si vous aviez des liens avec d'autres institutions équivalentes ou peut-être similaires dans d'autres pays alliés qui sont confrontés probablement aux mêmes problématiques pour développer, je ne sais pas, des programmes innovants. Vous parliez des prothèses bioniques, ce genre de choses. Alors, nos communautés médicales, je dis nos communautés médicales parce que vous avez bien compris, dans tout ce qui est médical, innovation, recherche, c'est vraiment avec nos camarades du service santé des armées, c'est une seule et même équipe. Moi-même, je dirigeais l'hôpital Percy il y a encore quelques mois, donc les projets sont les mêmes. Nos communautés médicales, bien sûr, communiquent dans les revues scientifiques, se déplacent dans les congrès et partagent avec, ils sont parfaitement au fait de l'état de l'art à l'échelle internationale avec les communautés scientifiques civiles et également militaires. Donc un certain nombre de nos programmes de recherche qui sont menés en partenariat, par exemple Percy et l'INI. J'ai en tête, puisqu'on parle de réhabilitation par le sport, notamment un programme qui est mené avec le CERA et Percy et l'INI sur la façon pour le blessé amputé de prendre confiance dans sa prothèse de sport. Donc il a une lame de course, etc. Mais c'est déjà une chose pour le quotidien d'accepter de porter une lame de course et de commencer à courir un peu. C'est totalement différent quand il s'agit de vouloir rentrer dans une logique de compétition. Là, il faut que vous ayez une confiance totale dans le membre prothétique pour essayer de, bien sûr, rentrer dans une totale logique de performance et également mesurer les effets du port de cette prothèse d'un côté avec le membre sain de l'autre. Voilà. Donc j'essaie avec des termes assez simples de vous expliquer un peu les voies de recherche. Évidemment, ce n'est pas uniquement la communauté médicale du service santé des armées, l'INI, centrée sur elle-même, et ça se décline également à l'international, voilà, au travers des congrès, des différents événements scientifiques, des différentes sociétés savantes. Et bien sûr,
du monde militaire, anglais, américain, etc. Il n'y a pas si longtemps, nous avions une visio sur le sujet de la douleur chronique chez le vétéran, avec des camarades canadiens, anglais et américains. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous rappeler depuis combien de temps sont admis des patients pour motifs psychiatriques, psychiques, et comment se pose le diagnostic dans ce cas-là, étant donné que la règle du taux d'invalidité à 85% est différente que pour les patients pour motifs physiques? Alors en fait, il y a deux sujets différents. Les pensionnaires, c'est un handicap lourd qui est fixé, qui débouche sur un taux de pension militaire d'invalidité à 85%. Ça peut être du handicap physique ou du handicap psychique. Ça, c'est pour pouvoir intégrer le centre des pensionnaires. Et par contre, la deuxième composante, le centre de réhabilitation post-traumatique, admet des patients sans seuil d'admission pour des raisons de lourdeur du handicap. Puisque dans ce domaine-là, nous ne sommes pas en présence d'un handicap fixé, nous entrons dans le champ de la réhabilitation. Donc merci de votre question, parce que ça me permet de rappeler ce qu'est la réhabilitation. Vous faites une entorse de la cheville, vous avez été immobilisé, et puis votre cheville est un peu raide. Vous voulez revenir à l'état antérieur, vous allez faire de la rééducation. On va vous faire un certain nombre de mouvements, de séances de kiné, vous revenez à l'état antérieur, il n'y a pas de séquelles, c'est formidable. Ensuite, il y a le champ de la réadaptation. Vous avez une séquelle définitive avec un membre amputé, et on va vous adjoindre une prothèse. Le champ de la réadaptation va vous permettre, avec l'adaptation de cette prothèse, de réinvestiguer progressivement un nouveau champ des possibles. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait la même chose que votre main d'avant ou votre membre inférieur d'avant. Et après, il y a toute la suite à construire, et ça, c'est le champ de la réhabilitation. On sait que le handicap est là, par exemple un amputé appareillé, et l'idée, c'est vraiment de réélargir au maximum le champ des possibles et essayer, en dépit du handicap, de pouvoir amener le blessé à se reconstruire une nouvelle vie aussi proche que possible de la vie qui était la sienne avant la survenue de la blessure. Et donc, ce qu'on évoque ensemble pour la blessure psychique, on peut faire exactement le parallèle avec la blessure physique. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose d'un point de vue de la façon, la structuration psychique pour gérer le parcours. Et je voudrais aussi insister sur ce point. On parle de blessés militaires. Je vous ai rappelé que les innovations qu'on mettait au service que nos institutions mettent au service de nos blessés, nous le leur devons, mais toutes ces innovations bénéficient au monde civil. Le traumatisme psychique n'est pas l'apanage du monde militaire. Je suis jeune, j'ai 40 ans, j'ai l'habitude de courir, et un jour, je fais un infarctus. C'est comme une blessure brutale, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous aviez un parcours de vie que vous pensiez linéaire. Je suis stable familialement, professionnellement, je fais mon petit footing régulièrement, voire même je suis marathonien, et je fais une crise cardiaque. Heureusement, j'arrive à survivre. Néanmoins, je vais intégrer cette variable-là. Il va falloir que je fasse le deuil de ma vie d'avant, dans le sens le deuil de mon insouciance totale et de mon souci de performance, que j'intègre cette variable dans ma vie quotidienne. Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je ne peux plus faire? Voilà, c'est exactement le même schéma. Exactement le même schéma. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant que nos communautés scientifiques du ministère des Armées soient très ouvertes également sur le monde civil, parce que les sujets sur lesquels nous réfléchissons peuvent se décliner également à grande échelle au sein de la santé publique pour tout un chacun. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, je vous remercie. Et comme vous l'avez précisé, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous rendre pour visiter l'Institution nationale des invalides. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à vous rapprocher vers le centre média qui fera le relais. Merci beaucoup, Général. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations françaises militaires avec le colonel Pierre Godillère. Merci Madame la Directrice. Après tous les champs de bataille, un focus beaucoup plus modeste sur toutes les opérations de la semaine, même si, nous l'avons compris, il y a un vrai lien entre les deux, un lien vivant. On commence avec les activités des armées sur le flanc Est, à commencer par la mer Baltique, avec la FREM, la frégate multimission Bretagne, plusieurs semaines d'opérations en mer, et qui a rejoint le 30 août dernier la force navale multinationale de l'OTAN en mer Baltique, qui était constituée de 4 frégates, françaises, italiennes, danoises et néerlandaises, et d'un navire ravitailleur allemand.
Et à l'occasion de cette intégration, la frégate a été ravitaillée à la mer par le bâtiment allemand Spessart et une présence de cette force en mer qui participe aux mesures de réassurance de l'OTAN sur le flanc Est et contribue d'un autre côté à la capacité d'appréciation autonome de la situation dans la région, en l'occurrence en mer Baltique. À terre, avec la mission Aigle et des activités opérationnelles de partenariat, du 28 août au 1er septembre 2023, le bataillon multinational dont la France est nation cadre a participé à l'organisation de l'exercice Eagle d'Estepa sur le camp d'entraînement de Cinku, et qui a, donc en Roumanie, un exercice qui rassemble plus de 300 participants de 6 nations différentes, et avec toujours pour objectif de développer l'interopérabilité entre des sections d'infanterie mécanisée alliées sur véhicules blindés et en combat débarqué. Depuis le 28 août se déroule un autre exercice, cette fois-ci en Pologne, qui s'appelle Arcane Thunder, Pologne, Roumanie et Allemagne. C'est un exercice qui s'effectue sous direction américaine, avec une composante artillerie du bataillon multinational de Cinku, qui a participé avec les forces terrestres roumaines à cet exercice majeur. Donc, des séquences de tir pour nos lance-roquettes unitaires, les LRU, et nos Césars, qui sont déployés sur le camp roumain d'entraînement de Capoumidia, et qui ont effectué donc leur premier tir, validant ainsi la Full Operational Capability des Césars dans la chaîne artillerie opérationnelle de l'Alliance. En intensifiant et en multipliant ces entraînements conjoints avec les nations alliées et en mettant à profit de nouvelles capacités d'appui-feu dans la profondeur, la France, qui est, je le rappelle à nouveau, la nation cadre de ce bataillon multinational, et qui est un allié solidaire de la Roumanie, eh bien, nous réaffirmons notre engagement dans la mission de défense du flanc est de l'Europe. En Méditerranée orientale, le 30 août, la frégate de défense aérienne Chevalier-Paul, la FDA Chevalier-Paul, a rejoint le Carrier Strike Group 12, CSG-12, entre la Crète et Chypre, sous le contrôle opérationnel de l'OTAN, avec pendant toute une journée le Chevalier Paul qui a assuré la fonction de Red Crown autour du porte-avions nucléaire américain USS Gerald Ford. Et ce rôle de Red Crown, en quoi ça consiste ? Ça consiste à être en charge de la maîtrise de l'ensemble des activités aériennes autour du groupe aéronaval, et démontrant ainsi le très haut niveau d'expertise français et l'interopérabilité, là encore, très poussée avec le partenaire américain. Toujours dans le bassin méditerranéen, le 2 septembre, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine, BESAM Seine, a conduit un exercice d'assistance avec le bâtiment égyptien Abou Bakr sur la base d'un feu simulé à bord du bateau égyptien. Les deux unités ont ensuite conduit un exercice d'évolution commune avant que la Seine reprenne sa mission de surveillance maritime en Méditerranée orientale. Au Liban, le 31 août, le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez pu le suivre, a voté en faveur du renouvellement du mandat de la FINUL, un mandat qui est donc prolongé jusqu'au 31 août 2024. Et donc nos 700 militaires français présents au Liban, dans le cadre de cette opération de maintien de la paix, jouent un rôle indispensable pour la stabilité de la région. Ils forment la Force Commander Reserve de la FINUL. Ils intègrent depuis plusieurs années une compagnie d'infanterie finlandaise et arment une partie de l'état-major de la FINUL. La FCR est l'unique unité de réserve et d'intervention de la FINUL et elle réalise des missions sur l'ensemble de la zone du Sud-Liban, en étroite coordination avec les forces armées libanaises, par le biais notamment de patrouilles annoncées ou inopinées avec les FAL. On part en Afrique, dans le golfe de Guinée, où nous suivons le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui, après une première escale à Dakar, est entré en zone de patrouille opérationnelle dans le golfe de Guinée, dans le cadre de la mission Corymbe.
La trentaine de marins des 13 nations partenaires du Golfe de Guinée participent en ce moment au stage Sirène. Et cette cohorte de marine internationale poursuit sa formation en tandem avec le projet de l'Union européenne SEACOP. Le stage vise à répondre aux menaces présentes dans la zone, avec un accent mis cette semaine sur le cadre juridique et organisationnel de l'action de l'État en mer, la lutte contre la pollution et l'utilisation du système d'échange d'informations YARIS dans la zone, avec un suivi particulier des bateaux d'intérêt soupçonnés de trafics illicites. Depuis le 6 septembre, le PHA, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, est en relâche opérationnel à Cotonou, d'où il repartira le 10 septembre pour la poursuite de sa patrouille dans le golfe de Guinée. Au Proche et Moyen-Orient, et notamment dans le cadre des forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, le sous-marin nucléaire d'attaque, le SNA Suffren, a repris la mer après avoir effectué une relâche opérationnelle aux EAU, aux Émirats arabes unis, donc, pour la poursuite de sa patrouille, escortée par la frégate multimission Languedoc. Ils ont ensuite conduit une série d'exercices avec différents partenaires de la région. Ainsi, le 31 août, le Languedoc s'est entraîné à un exercice de lutte anti-sous-marine avec des moyens navals et aériens de la marine émirienne. Et le 1er et 2 septembre, les moyens français ont effectué 4 entraînements de lutte anti-sous-marine avec la frégate américaine Thomas Hunter. Depuis le 2 septembre, les bâtiments français participent à l'exercice franco-indien Varuna, impliquant les frégates Teg et Talwar, le ravitailleur Deepak et un sous-marin indien, ainsi qu'un avion de patrouille maritime Neptune. L'avion de patrouille maritime français Atlantique 2, déployé aux Émirats arabes unis, et participe également à cette séquence. Ces entraînements sont l'occasion pour les armées françaises de partager leur savoir-faire et témoignent, dans une autre partie du monde, d'un haut niveau d'interopérabilité qu'entretient la France avec les partenaires régionaux. On revient sur le territoire national par le biais des forces armées dans la zone de l'océan Indien, du sud de l'océan Indien, avec du 29 au 31 août, l'exercice biannuel Paille en queue qui rassemble l'intégralité de la force des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, les Fazoy. Et cette flotte est constituée de 5 bâtiments hauturiers au large de la Réunion pour une série de situations, de mise en situation opérationnelle. Cette séquence a été marquée par des entraînements au tir tout calibre, allant jusqu'au tir au canon de 100 mm, un exercice au ravitaillement avec le patrouilleur polaire Astrolabe, un entraînement à la lutte contre une menace asymétrique potentielle, ainsi que divers exercices de sécurité conjoints ou à bord de chacun de ces bâtiments. Paille en queue permet d'entretenir le savoir-faire opérationnel des Fazoy et de démontrer leur capacité d'engagement dans des missions de présence et de souveraineté dans l'ensemble de la zone de responsabilité. Pour les forces armées en Guyane, un entraînement franco-brésilien qui s'est tenu le 23 août entre le patrouilleur anti-Guyane, le PAG Guyane La Résolue, et le bâtiment école brésilien Brasil. Des exercices de navigation conjointe et de ravitaillement à la mer ont été ainsi menés entre les deux unités, ce qui constitue une opportunité d'entraînement supplémentaire et complémentaire pour parfaire l'interopérabilité entre les deux marines. La coopération avec le Brésil se poursuivra dans les prochaines semaines pour la Résolue, avec une escale prévue à Belém, à l'occasion de la fête de l'indépendance brésilienne. Et après cette escale, le patrouilleur remontera le fleuve Amazone jusqu'à Santarém. En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite de nos forces de souveraineté, du 11 août au 1er septembre, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BSAOM Bougainville, a été déployé dans la zone économique exclusive de la Polynésie française, ainsi que dans la ZEE des îles Cook. Au cours de cette mission baptisée Pacific Aito, le bâtiment de la Marine nationale a fait appliquer des mesures édictées par la FFA, Forum Fisheries Agency, organisation régionale de gestion et de régulation de la pêche dans l'ouest de l'océan Pacifique.
Au cours de cette patrouille, les 25 marins du Bougainville ont ainsi parcouru 2560 milles nautiques, participant à l'entretien de la bonne connaissance de la zone pour être en mesure d'assister aux besoins des États insulaires de la région. Cette patrouille a par ailleurs permis la coopération avec la police locale. Et j'ai terminé ce bref tour des opérations, prêt à répondre à vos questions. Madame de Russet. On va vous donner un micro. Sur le flanc Est, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'appréciation sur la contre-offensive et réagir à l'annonce du Pentagone, enfin, sur la fourniture de munitions à uranium appauvri à l'Ukraine? Alors, sur la contre-offensive ukrainienne, je ne la commente pas ici. Sur la fourniture d'uranium appauvri, je peux vous dire que nous n'avons jamais utilisé d'uranium appauvri, que ce ne sont pas des armes nucléaires, mais bien de niveau tactique. Voilà. Je n'ai pas plus de commentaires sur la question. Un drone est tombé dans le territoire roumain, ce qui a été confirmé par les Roumains, par l'OTAN. Est-ce que les forces françaises ont été sollicitées d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cet incident sur le territoire roumain? C'est un incident qui a été commenté notamment par les autorités roumaines. Donc je leur laisse évidemment la primeur de la réponse qui a été formulée notamment aujourd'hui encore. Et nos forces dans la zone, on a parlé de Cincu tout à l'heure, et il y a un système Mamba qui est déployé également à l'est de la Roumanie, mais pas mis à contribution sur cet incident. Je n'ai pas de commentaire sur les capacités opérationnelles du Mamba. Bonjour, Laura Kelly, Poetico. Sur le Niger, on a lu qu'il y avait potentiellement un retrait partiel, un redéploiement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe? Merci. Alors, sur le Niger, depuis le 26 juillet, le partenariat militaire de combat avec les forces nigériennes est suspendu. Et est suspendu depuis maintenant plus d'un mois. Et donc les moyens qui sont utilisés, qui étaient utilisés dans le cadre de ce partenariat militaire de combat, je le rappelle, c'était la lutte contre les groupes armés terroristes. Nous étions intégrés aux opérations des Nigériens et nous conduisions à la fois des patrouilles et des combats communs, notamment dans la zone des 3 frontières, contre les groupes armés terroristes, et un appui aérien à la demande. Eh bien, toutes ces activités sont suspendues depuis la tentative de coup d'État et la non-reconnaissance par la France de la junte qui est au pouvoir. Donc, les déclarations qui ont été faites visent à envisager ce qu'on va faire de ces moyens qui sont encore déployés au Niger. Et donc, qu'il y ait des planifications ou des options d'hypothèse, ça, c'est le rôle des militaires de planifier différentes options pour les présenter au pouvoir politique. Donc, voilà ce que je peux dire sur le sujet actuellement. Je me permets de poursuivre sur le Niger. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'effectifs français au Niger actuellement? Et ces mouvements dont on parle, est-ce que on comprend la logique? Est-ce que c'est des mouvements entre le Niger et la France, entre le Niger et le Tchad, voilà, pour utiliser ces moyens à meilleur escient? Alors, première réponse à la première question, il y a environ un peu moins de 1500 militaires français déployés au Niger dans le cadre du partenariat dont j'ai parlé et qui est suspendu, répartis entre la base aérienne projetée de Niamey, qui se situe, je le rappelle, sur une base aérienne nigérienne, et des postes avancés dans la zone des 3 frontières. Les moyens, enfin, la deuxième partie de votre question, il est trop tôt pour le dire. En tout cas, ils ne sont plus utilisés dans le cadre qui avait prescrit leur déploiement au Niger,
et on va dire le partenariat militaire de combat qui nous réunissait avec les forces nigériennes. Y a-t-il d'autres questions en salle ou en audio ? Parfait. Merci beaucoup, colonel. Merci, madame la ministre. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à 11h. Nous avons prévu un focus sur l'OTAN. Très bonne journée à tous.